Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, le journal des luttes revient sur les combats sociaux, syndicaux qui agitent notre société et comme on a l'habitude de le faire en donnant la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Alors merci à vous de nous soutenir. Vous pouvez nous écrire à jdl@lemediatv.fr ou nous laisser un message au 06 86 46 08 46. Mais avant de démarrer cette émission, j'ai un message important à vous faire passer. L'avenir du média est en jeu. Nous risquons de disparaître. Alors nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels d'ici le 30 juillet prochain. Ces dons sont défiscalisables, alors permettez aux premiers médias télé indépendants de France d'exister et de se développer. Alors je vous donne rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et c'est avec vous que le combat continue. Le journal des luttes, c'est maintenant. Cette semaine, dans le journal des luttes, on va parler de la lutte contre le racisme. Le 21 juin prochain, une grande marche aura lieu en France contre le racisme. Et le journal des luttes sera présent. Et on a décidé d'en parler dès maintenant. C'est parti pour l'entretien. Dimanche 21 juin, plusieurs organisations appellent à manifester partout en France contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Une mobilisation qui intervient dans un contexte où les actes racistes et les discours de haine occupent une place de plus en plus importante dans le débat public. Notre invité aujourd'hui affirme en avoir fait lui-même l'expérience après avoir été candidat à la mairie de Bordeaux. Nordine Raymond dit avoir été la cible de nombreux messages racistes en raison de son origine et de son prénom. Il a décidé de porter plainte et au-delà de son cas personnel, que dit cette affaire de l'état du débat public en France? Le racisme est-il en train de se banaliser? Et comment lutter contre cette montée des discours de haine? Nous serons également avec Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque, qui est signataire de cette tribune contre le racisme. C'est parti pour l'entretien. Bonjour Yuli, je vous dis bonjour car vous êtes avec nous en visio. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour Nordine Raymond, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Cyril, bonjour Yuli. Ma première question, elle est pour vous, Nordine. Est-ce que vous pouvez raconter justement ce qui s'est passé lors de votre candidature? Vous étiez candidat LFI à la mairie de Bordeaux. Comment ça s'est passé pour vous, cette campagne électorale? Au moment de l'annonce de candidature, c'était le 2 novembre de l'année dernière. J'ai reçu ce jour-là plus de 2 à 3 000 messages, que ce soit sur mes réseaux sociaux personnels, mais aussi en commentaire d'articles de presse. Souvent le cas chez nous, le journal régional s'appelle Sud-Ouest. En commentaire de l'article Sud-Ouest, à caractère raciste, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis une personne racisée, mais aussi parce que je m'appelle Nordine Raymond. Et alors là, ça fait totalement bugger les racistes, parce qu'ils ne comprennent pas un prénom qu'on pourrait croire d'origine arabo-musulmane et un nom plutôt d'origine française. Alors ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que je m'appelle Nordine Angelo Raymond. Donc s'ils savaient toute l'histoire de mes origines, sans doute ça les ferait encore plus bugger. Mais aussi parce qu'à Bordeaux, vous le savez sans doute, il y a un passé colonial très important et que dès mon annonce de candidature, j'ai dit que je voulais qu'on regarde droit dans les yeux le passé colonial pour pouvoir faire la paix et pour pouvoir lutter contre le racisme, parce que je pense que le racisme est lié clairement au passé colonial et qu'à Bordeaux c'est très présent et que contrairement à d'autres villes comme Nantes, on ne l'a pas traité, notamment dans l'espace public. Et donc là, c'était trop pour eux. Et là, je me suis replongé avec le dépôt de plainte d'ailleurs dans les commentaires et je vois que beaucoup de gens disent mais pourquoi vouloir reparler de quelque chose qui est arrivé il y a des décennies maintenant, voire des siècles, comment vous osez remettre ce sujet-là sur la table? Parler de ce passé-là, dire que c'est parce que ce passé-là a existé que le racisme est autant développé en France et qu'il est structurel et systémique parce qu'il y a eu la traite négrière et parce qu'on a à un moment dû considérer que des êtres humains étaient inférieurs à d'autres pour pouvoir les esclavagiser. Ça embête les racistes et les fascistes et du coup j'étais une cible prioritaire facile pour eux et donc comme vous l'annonciez, j'ai décidé de porter plainte dorénavant. Et parmi les messages reçus, quel type de message ou attaque? Est-ce que vous avez des exemples Il y a vraiment de tout et d'ailleurs en les traitant, on ne sait plus à un moment donné, il y en a des tellement graves et d'autres moins graves. Bon, il y a le traditionnel Jean Couscous ou alors Mouloud Dupont, ça leur plaît beaucoup, puisque la dissonance entre mon prénom et mon nom. Et puis il y a carrément réimmigration, nous ce qu'on veut plus c'est des Nordines, des Yuli sans doute aussi, des Abdelkader, voilà, et puis des messages beaucoup plus directs, d'appel au meurtre de masse, voilà, c'est
tout un tas de messages qui, je pense aussi, est aggravé par le fait que je sois candidat insoumis et qu'on soit perçu comme je sais pas quoi, des immigrationnistes ou je ne sais quoi. Et donc, il y a vraiment une échelle là-dedans. Et puis, il y a aussi, et c'est ça qui, moi, m'intéresse particulièrement dans le combat culturel que nous menons, des messages du type, au moment où je le dénonce, une maman, une mère de famille dans l'autre qui dit oui, mais comprenez bien, monsieur, c'est grave ce qui vous arrive, mais on a peur que vous égorgiez nos enfants. Et moi, si je porte plainte et si j'ai envie qu'on en parle dans le débat public et que je suis content qu'il y ait une marche du 21 juin, c'est que je me demande comment j'arrive, cette femme, avec les médias Bolloré, des années, où elle a entendu des propos racistes abjects qui se sont développés, dont on peut dire tout et n'importe quoi maintenant, comment moi j'arrive à la convaincre que sa peur irrationnelle que j'égare chez enfants, et qui est peut-être sincère en plus sa peur, mais c'est totalement irrationnel, comment j'arrive à la convaincre, comment j'arrive à lui faire comprendre que moi elle me fait du mal, que ça me fait beaucoup de mal, que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, et que surtout c'est du grand n'importe quoi. Et donc voilà, et donc les messages c'est vraiment un tout, il y a à la fois des vrais fascistes structurés qui sont profondément racistes, et aussi un peu des gens qui comprennent pas que le comportement est raciste et qui ont des biais sans le comprendre. Yuli Yamamoto, vous êtes porte-parole d'Attaque, vous êtes des signataires de cette tribune justement qui annonce cette marche du 21 juin. D'abord, justement, pourquoi avoir justement signé cette tribune? Cette tribune, pour nous, c'était extrêmement important parce que ça a été très bien rappelé, juste, là, à l'instant. On est dans un contexte, qui inquiète, très gravement. Le racisme décomplexé, est un constat, jusqu'au plus haut, niveau de l'État. Ça se traduit à la fois par, des lois, discriminantes, ça se traduit aussi par des discours et puis, les emballements médiatiques, systématiques avec, des affaires montées en épingle, hein. Par exemple, là, il y a eu récemment une école, un spectacle Mm. d'école qui a été à Montreuil, qui a été totalement instrumentalisé par l'extrême droite, alors que c'était juste un spectacle de paix. Donc on peut voir à quel point il y a une offensive en fait. Raciste d'une manière générale. Donc, il faut marquer le coup, il faut envoyer un message là dans cette séquence. Ce qu'a dit cette séquence des municipales et avec la victoire donc de Bali Bagayoko, c'est en continuité de cette grande mobilisation du 4 avril qui a réuni des milliers et des milliers de personnes avec un message fort de rassemblement, bras dessus et déterminé contre le racisme. Les organisations ont jugé qu'il fallait continuer cette dynamique d'union. Déterminée face au racisme. Et c'est le message en fait du 21 juin, c'est d'envoyer ce message fort qu'on est arrivé à un niveau insoutenable et inacceptable de racisme décomplexé à tous les niveaux, donc politiques et médiatiques, qui donne des situations dangereuses et aberrantes. Et il faut arrêter cela. Et pour cela, il faut un message fort. Et cette journée, justement, est inédite. On n'a pas vu une telle union depuis 2018, la marée populaire, il me semble, c'est-à-dire où il y a la signature d'un appel commun par les organisations syndicales, par les organisations associatives et par les organisations politiques, puis tout un tas évidemment de personnalités du monde de la culture et de la recherche. Donc c'est un message fort qui va être envoyé, qui est particulièrement important avant qu'on le veuille ou non cet été. Et par rapport à la rentrée, cette grande séquence aussi qui arrive, il faut pouvoir montrer notre union de lutte déterminée contre le racisme et essayer de reprendre la main sur cette bataille culturelle où il y a un inversement des valeurs total et qu'il faut pouvoir porter dignement cette vision de société voilà, juste, humaine, message de justice, de paix, de solidarité. C'est tout ce que va dire cette mobilisation très importante. Nordine Raymond, vous avez subi des attaques, vous le disiez tout à l'heure, particulièrement violentes. Est-ce que cela vous a fait réfléchir à poursuivre ou pas, notamment votre engagement politique? Parce que voilà, la violence raciste peut nous remettre en question parfois. Et quel a été votre... Oui, bien pour sûr, vous? parce qu'en plus, moi, ça a eu des effets sur mon psychisme, sur mon physique. J'ai pris beaucoup de poids, par exemple, pendant cette période-là. Je ne dormais plus. J'ai eu peur, hein. Moi, à partir du moment de l'affaire de Rank, ma permanence a été vandalisée avec des tags racistes. J'ai eu un agent de sécurité, un militant de la France Insoumise, hein, mais en permanence avec moi. Donc, c'est quand même pas un climat qui donne envie. Mais de deux façons, ça m'a
je me suis posé des questions sur l'arrêt, mais je me suis aussi posé des questions sur l'intensification de mon engagement. Et c'est ce que j'ai pris comme décision. C'est-à-dire que je me suis dit qu'on n'avait pas le droit de baisser les bras, notamment parce que j'avais une exposition. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de soutien, même encore, hein, de mon mouvement, des cadres de mon mouvement. Là, juste avant que je rentre sur le plateau, par exemple, c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'a écrit un message. Et je le dis parce que j'aimerais bien qu'on voit quand même que cet homme qu'on décrit comme un diable peut avoir beaucoup d'affection, notamment pour un militant bordelais comme moi. Bon, voilà. Et ça me décide au contraire à m'engager beaucoup plus. Et puis, pour aller dans le sens de ce que disait Yuli, moi, je ne savais pas si j'avais porté plainte, j'ai beaucoup hésité. On avait commencé à monter le dossier avec mon avocat Simon Takudjou, mais c'est vraiment l'élection de Bali Bagayoko où je me suis dit, en fait, on sera jamais chez nous. Quand j'ai vu la vague de racistes qu'a pris Bali au moment de cette élection, qui, je pense, nous rend tous et tous fiers, je me suis dit, si on laisse faire maintenant, on sera jamais chez nous. Cet homme qui milite depuis des années, qui a été adjoint, enfin, qui est dans sa ville depuis très longtemps, je veux dire, qui a une crédibilité absolue à devenir maire de Saint-Denis, s'est pris une vague. Hier, c'était encore Marion Maréchal qui disait qu'il avait un sourire tasty-crousty. La nouvelle France, dont il présente le visage comme celui de M. Bali Bagayoko, qui lui-même est intervenu. Voilà, c'est un homme qui, derrière le sourire tasty-crousty, va défendre le port du voile dans le sport, le burkini à l'école. Donc, je pense que nous toutes et nous tous, les personnes racisées, partout où on est, il faut qu'on dise ce qu'on subit. Et aussi parce que je crois qu'il est essentiel de, parfois, quand on est un responsable politique, on n'a pas envie d'être perçu comme une victime. Parce on veut diriger des collectivités locales, on veut faire changer la vie des gens, et être perçu comme une victime, c'est être perçu comme quelqu'un de faible. Et ben, je crois que pour les plus jeunes qui subissent ça, il faut leur dire, on est des victimes, on a le droit d'être triste parfois, on a le droit d'avoir fait des insomnies, et c'est même normal, en fait, parce que c'est pas normal ce qu'on subit, on est des victimes de racisme, et c'est pas normal, et c'est normal que ça nous atteigne. Yuli Yamamoto, comme vous en parliez tout à l'heure de l'élection de Bali Bagayoko, Nordine Raymond aussi vient d'en parler, comment on explique que des propos autrefois jugés inacceptables soient aujourd'hui considérés pour certains en tout cas comme de simples opinions? Oui, bah, parce que malheureusement, il y a déjà d'un point de vue médiatique, on sait qu'il y a un gros souci au niveau médiatique, notamment par exemple avec le groupe Bolloré, ça a été cité, CNews qui a un discours assumé raciste, qui a été la première chaîne d'info euh, plusieurs fois Mm. cette année et l'année dernière. Donc il y a aussi donc ce problème d'une campagne d'extrême droite immense au niveau médiatique, mais aussi des irresponsabilités au niveau du sommet de l'État. C'est ce que dit aussi cette marche du 21 pour rappeler que c'est jusqu'au plus haut sommet de l'État qu'on nourrit un imaginaire qui permet toutes les folies, hein. Par exemple, dans le cadre du soutien au peuple palestinien, eh bien, Mm. il n'y a eu aucun souci à utiliser le délit d'apologie du terrorisme pour criminaliser la Mm. solidarité avec la Palestine. Cette situation-là est permise parce qu'il y a un climat parce qu'effectivement, le racisme n'est plus vu comme un délit. Le nombre de signalements, par exemple, par les députés qui font appel à l'article 40 pour signaler des propos racistes, etc., on ne peut même plus les compter. Donc on est arrivé à un niveau de banalisation, une offensive extrêmement forte. On a la conséquence de plusieurs années de non-réaction, de complicité au niveau du gouvernement, puisque par exemple quand on a Gérald Darmanin avec la loi immigration, qui stigmatise directement des populations, c'est envoyer un message forcément qui installe un climat. Donc, et c'est les non-réactions aussi. Donc, ça a pu être vu, les meurtres islamophobes qu'il y a eu l'année dernière. Voilà, il n'y a pas de réaction, on va dire, institutionnelle et politique à la hauteur et qui complaît et qui même pave la route à l'extrême droite, puisque ça a été cité, mais dans le cadre de l'affaire de Rank, ce qu'on retient, c'est cette inversion des valeurs, c'est les idées de gauche qui seraient plus dangereuses, ou par exemple sur le cas de la Palestine, où c'est la gauche qui a été taxée d'antisémite et que c'est carrément le Rassemblement national qui semblait défendre cette cause-là, alors qu'ils sont historiquement, structurellement antisémites. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est ce que dit aussi cette marche du 21, c'est la première fois que dans un texte d'appel aussi large, aussi unitaire, il y a les termes racisme systémique qui sont posés dans l'appel. C'est-à-dire, voilà, cette reconnaissance qu'il y a un racisme systémique et structurel à l'œuvre, à tous les niveaux des institutions et politiques, qui donne ce climat, effectivement, où
où normalement le racisme devrait être pas aussi diffusé et condamné très facilement. Et pas du tout. On est dans une situation où il faut expliquer ce qu'est le racisme et le mettre en lumière avec toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer. Donc là, c'est une affirmation, cette marche la plus élémentaire. Hein, elle l'assume. Hein, on va rappeler notre attachement à la République. Liberté, égalité, fraternité, c'est une devise, c'est pas des petits mots, ce sont des mots qui ont une existence réelle, institutionnelle et politique, et notamment le rejet ferme de toutes les formes de racisme, de haine et de division. Et ça, c'est ce qu'est notre société. Il faut leur affirmer que malheureusement, le climat a changé et on doit reprendre la main dessus et envoyer ce message fort le 21. Et ben, sur la même question, Nordine, cette finalement banalisation du discours raciste ou des propos racistes avant inacceptables aujourd'hui sont considérés comme des simples opinions. Comment Ouais, vous vivez ça? moi je suis d'accord et je suis entièrement d'accord pour parler de bataille culturelle. Et je pense que la gauche, en partie, Yuli parlait des gouvernants, mais je pense que une partie de la gauche qui a refusé de parler de racisme pendant très longtemps, et nous molons, notamment le Parti socialiste, hein, qui a refusé de parler de racisme pendant très longtemps et d'islamophobie, et a été complice de cette montée du racisme. Il y a une vraie bataille culturelle. Il faut se rendre compte qu'en face, on a des gens qui sont milliardaires, qui s'achètent des médias, et donc vous la menez vous aussi avec le média justement, qui ont des presses vendues, titrées à plusieurs centaines de milliers, des chaînes de télévision. Et par exemple, moi je fais l'expérience parfois d'allumer CNews. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que je me rappelle il y a 10 ans, ce qu'on dit sur les femmes voilées, par exemple, sur CNews, enfin, c'est d'un incroyable de racisme et on peut même plus faire des signalements à l'Arcom sur tout ce qui est dit. C'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc, si on n'apprend pas en compte que c'est une bataille culturelle, en effet, qu'il faut mener et qu'il faut la porter fièrement, dignement, à travers ce genre, je dirais, ce genre de manifestation comme le 21 juin, où les partis politiques, les associations, les syndicats s'allient pour faire une grande marche comme ça derrière un mot d'ordre. On n'est pas d'accord sur tout. Avec Attaque, par exemple, je suppose qu'on a sans doute des différences. Et puis, c'est une association et nous sommes un parti politique. C'est pas un soutien ni de la France Insoumise pour Attaque, ni d'Attaque pour la France Insoumise. C'est de dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que cette bataille culturelle, on doit la mener ensemble. Et je trouve que nous, on va essayer de le faire aussi à Bordeaux, de le décliner le 21 juin. Et j'espère que ça sera fait dans le plus de villes possible. Et que si nous la menons pas de manière frontale contre nos adversaires qui, eux, le font sans rechigner dans la lutte contre nous, alors nous allons la perdre. Et je pense que nous avons perdu un petit peu de cette bataille culturelle et que maintenant, je suis content qu'on est en train de reprendre de la force militante pour mener cette bataille culturelle. Qu'est-ce qui vous donne espoir? Comme on dit, la question s'adresse à vous deux, Bolloré, Stérin ou d'autres envahissent les médias, l'édition et autres. Et donc, du coup, on peut se dire que cette bataille culturelle ou cette bataille contre le racisme peut sembler perdue d'avance, car ils ont des moyens très puissants de pouvoir faire passer leurs idées. Qu'est-ce qui vous donne espoir pour la suite? Yuli d'abord, Nordine, Raymond ensuite. Alors moi, je suis une éternelle optimiste, hein, mais moi, ce qui me donne espoir, c'est quand même la séquence 2024 où, dans l'urgence, l'ensemble des forces de progrès social et écologique se sont mises en mouvement pour déjouer tous les pronostics. Et pourtant, voilà, on a même vu des gens qui n'ont jamais voté à rejoindre des convois de la victoire pour à tout prix battre l'extrême droite, faire reculer l'extrême droite. Et c'est bien la gauche, les idées de gauche qui a convaincu suite à cette dissolution. Donc cette capacité de mise en mouvement des forces progressistes, elle est bien là, elle est bien réelle. C'est compliqué aujourd'hui, mais à partir du moment où, malgré toutes ces difficultés et tous les détracteurs, et notamment ces offensives médiatiques qui donnent la gauche finie, divisée, des idées dangereuses ou utopistes. En réalité, on a une force réelle qui a été donc visible et qui a eu le dessus en 2024. Et je pense qu'on est tout à fait en mesure de remettre toutes ces forces-là en mouvement pour mener cette bataille. Et le 21 juin va être important parce que ce sera ce moment où l'ensemble des forces progressistes vont dire quelque chose, vont s'unir. Et c'est sur cette union et ce message fort de justice, de paix, de lutte déterminée contre le racisme qui va ressortir. Il faudra voir ce carré de tête à la manifestation parisienne. On aura tous ces représentants et représentantes bras dessus, bras dessous. Ce message-là d'union va rester
va forcément irriguer quelque chose pour la suite. En tout cas, côté attaque, nous, on est en train de mettre en œuvre une campagne du mouvement social pendant la présidentielle contre l'extrême droite et pour une société désirable et soutenable. On souhaite pouvoir rallier un maximum d'organisations progressistes pour justement mener la bataille culturelle. Et on a un nombre important d'enthousiasme, ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt à renoncer et que de ce 21, on va pouvoir, cette union-là, en faire vraiment quelque chose. Et ça, je pense que même s'ils ont des milliards, nous, on a des savoir-faire de terrain et de la créativité. Une force de mobilisation qu'ils n'ont pas, puis surtout on a raison, c'est-à-dire que on a vraiment les solutions pour un monde juste pour tout le monde et soutenable. Donc il faut juste qu'on arrive à le rendre visible et ça va passer par être vraiment voilà, se retrousser les manches, se serrer les coudes et puis mener le combat ensemble. Pour les raisons similaires, hein, je suis assez d'accord. Je trouve que depuis 2024 ou peut-être un petit peu avant, il y a une prise de conscience collective, notamment grâce au travail des médias. Enfin, moi, je vois le nombre de youtubeurs qui s'engagent, d'influenceurs qui s'engagent contre le racisme. Bon, aussi, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, des personnes racisées, à avoir la parole, à pouvoir dire ce qu'on vit, à être justement, je vous disais, influenceurs, élus, avoir des postes où on nous écoute. Et puis, moi, j'ai 35 ans, mais peut-être déjà je parle comme un vieux, mais j'ai un espoir incroyable dans la jeunesse. Enfin, moi, je milite beaucoup avec des jeunes, donc les jeunes insoumis, que je trouve beaucoup plus politisés et radicalisés que je ne l'étais à leur âge, beaucoup plus conscients des enjeux, que ce soit les enjeux de racisme, mais aussi les enjeux liés au féminisme, à la liberté de genre, les enjeux liés à la lutte la lutte écologiste. Et je trouve qu'on a une jeunesse très politisée. C'est eux qui se sont levés hein, à ce moment-là, en 2024, hein, quand même, qui sont allés massivement dans les urnes. C'est parce qu'on a augmenté la participation de la jeunesse que le NFP a gagné. Et je trouve qu'il y a une prise de conscience globale dans la société de ce sujet-là. Et aussi parce que, si je peux un peu politiser, parler de politique, pas politiser, mais peut-être plus politicienne, moi je les trouve un peu nuls nos adversaires, très sincèrement. Je trouve qu'ils sont grossiers. Je trouve que Marion Maréchal Le Pen, ce qu'elle dit hier sur Bali Bagayoko, je pense que ce pays n'est pas profondément raciste et qu'il y a des gens, ce maire, que beaucoup aiment maintenant. Vous avez vu, c'est l'un des hommes politiques les plus populaires. Dire qu'il a un sourire testi-crousti, bon, je pense qu'il y a des gens, ça doit quand même les agacer. Même des gens qui ne sont pas forcément très formés sur les questions antiracistes ou décoloniales, parce que je pense qu'il faudrait parler de ces questions-là, des questions décoloniales. Voilà, je pense qu'ils sont un peu grossiers. Jordan Bardella est très grossier aussi. Et la stratégie de dédiabolisation qu'il y a eu pendant des années est en train d'éclater au grand jour. Et que de ce fait, leurs faux pas sont aussi des victoires pour nous. Et justement, vous parliez de la jeunesse, Nordine Raymond. Jeunesse, d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, parce que je vais aller parler des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, notamment vous le disiez tout à l'heure dans les messages que vous avez subis, est-ce que c'est le nouvel axe où on exprime un peu plus sa haine envers les gens avec qui on n'est pas d'accord? Ce qu'on sait, en tout cas maintenant avec le recul, et notamment avec ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis ou Bolsonaro, c'est que c'est par là que ça commence. Le problème, c'est que après, les actes se traduisent en actes réels. L'élection de Trump la dernière fois, ça débouche sur Charlottesville, ça débouche sur des actes racistes dans la rue. Je crois qu'il y a eu plusieurs morts de mémoire. Moi, c'est la première fois pendant cette campagne que je le subis dans la rue, par exemple. Je me suis fait insulter dans la rue. Les messages sur les réseaux sociaux, ça fait des années depuis que je suis candidat que j'en reçois, pas en nombre comme j'ai reçu cette fois-là, mais ça ne m'était encore jamais arrivé dans la rue. Donc les réseaux sociaux en fait traduisent quand même quelque chose dans la société. Alors les gens se sentent plus libres, ils le disent plus facilement, mais je pense qu'il faut pas penser que les réseaux sociaux sont un part et que les gens déversent la haine, mais que ça n'arrive pas dans la vraie vie. On le voit, et Julie l'a dit par exemple à Lyon, quand il y a eu l'affaire de Rank, même moi je ne savais pas que 2 mois avant il y avait un homme qui avait subi un crime raciste, qui avait été noyé. On n'en parle jamais de ces actes-là, jamais, alors qu'on en dénombre plusieurs dizaines par an, sans parler des crimes policiers et des morts dans les quartiers populaires, des suites de bavures policières. Donc c'est aussi à nous de remettre dans le débat public, et grâce aux réseaux sociaux, ces actes-là, à les mettre en lumière, à en parler. C'est ce qu'on vient de faire avec Noam, par exemple, qui aurait été complètement passé sous silence. Cet acte homophobe aurait été complètement passé sous silence si dans les réseaux sociaux, toutes les associations
mobilisation, tous les collectifs, notamment les collectifs queer, n'avaient pas poussé à ce qu'on puisse parler de cet acte homophobe. Donc je pense que les réseaux sociaux sont très utiles, c'est un déversoir, c'est sûr. Alors selon certains, X, c'est vraiment l'enfer. Mais je pense que l'équité et ne pas les utiliser pour nous aussi mener la bataille culturelle, ça serait une erreur. Oui, c'est ma dernière question. Je te voulais terminer sur sur les réseaux sociaux. Yuli Yamamoto, est-ce que effectivement, il faut descendre dans la rue le 21, il y a des actions militantes à passer, mais est-ce que la lutte aussi passe par les réseaux sociaux? Oui, résolument, même si, on n'a pas envie de enfin, on sait que des fois, c'est très compliqué, hein. X a été cité, mais on sait que c'est Elon Musk. Il y a une stratégie, algorithmique, politique, terrible, plus, une IA qui déforme les réalités. Donc, il faut sans arrêt allumer des contre-feux, hein. On le voit maintenant, tous les médias développent du fact-checking. On est obligé de faire du fact-checking parce qu'il y a à boire et à manger et ça devient compliqué d'informer, correctement et puis de faire campagne de manière, sincère puisque, derrière tout peut aller très vite, être monté en épingle. Mais ça reste, aujourd'hui un espace de débat, un espace, d'éducation populaire, un espace, d'information et qu'on ne peut pas faire l'impasse de cela. Reste que, il y a toujours ce problème un peu fourmi-bot. Ce sont, beaucoup d'outils, pour le cas de Meta, hein, Facebook ou Insta, ça appartient à Mark Zuckerberg qui a participé à la mandature, hein, de Donald Trump. Bon, voilà. Musk, bah, il a fait partie du ministère, donc on sait que c'est pas neutre, c'est pas sans incidence. Bien sûr, on est en conscience de cela, mais on peut pas, puisqu'on n'a pas justement aussi les médias mainstream, accès aux médias mainstream ou aux autres espaces de publicisation, on va dire, on n'a pas le choix que d'utiliser les réseaux sociaux. Mais justement, on le fait en conscience de tous ces enjeux, mais il faut quand même les utiliser parce que ça reste un espace d'accès direct et notamment des gens qui vont pas forcément suivre toutes les affaires politiques, mais par contre vont s'informer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un espace qu'on ne peut pas abandonner. On ne va pas reprendre tous les codes, hein, des réseaux sociaux et on ne va pas utiliser tout ce qu'ils proposent dans un esprit, on va dire, marketing et tout ça, mais ça reste aussi un lieu de combat politique. Donc, en tout cas, Attaque, on le mène et on pense que ça reste stratégique dans la bataille que nous menons actuellement, notamment sur la bataille culturelle. Bah, merci à tous les deux Merci à vous. d'avoir été avec nous pour parler justement de cette marche du 21 juin 2026, marche contre le racisme un peu partout en France. Et nous, on poursuit l'émission. Merci à tous les deux. Merci à vous. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire. 5 syndicalistes de Sud-Post 92 ont été jugés pour des faits présumés de violence et de violation de domicile. Ils ont été jugés l'année dernière pour des faits survenus en marge d'un mouvement social il y a plus de 10 ans. C'est en effet en 2014. Ils risquaient jusqu'à 5 ans de prison ferme. Le procureur avait finalement requis des travaux d'intérêt généraux et des amendes. Et parmi ces syndicalistes, Gaël Kirante. La Poste semble vouloir en faire un exemple de la répression syndicale. Il était à nouveau convoqué au tribunal de Nanterre le 10 juin dernier. Notre reporter André Magnivit était sur place. Alors, j'étais pas convoqué, on s'est rendu à l'inspection du travail parce qu'il n'y a pas 1, 2, 3, mais 22 mises en demeure, courriers et observations qui sont faites par l'inspection du travail depuis la mise en place des CSE en octobre 2024 et qui parlent en fait de souffrance, de déshumanisation en ce qui concerne la charge de travail et y compris d'actes irréparables comme des suicides qui sont liés au travail. Donc on est venu, puisque là on part en manifestation, on est venu à l'inspection du travail pour dire à un moment donné, il faut que la direction de la Poste soit pas au-dessus des lois. Si elle procure en faire de la violence au travail, il faut les stopper. En fait, c'est pas possible de nous dire qu'il faut supprimer des emplois, il faut augmenter la charge de travail, surtout pas augmenter nos salaires. Donc on dit à un moment donné, la Poste, prouvez que la charge de travail diminue. On arrive dans des bureaux dans lesquels il y a des réorganisations incessantes, comprenez suppression d'emplois,
comprenez, argent qui est mis dans la poche de la direction, puisqu'à chaque fois qu'on supprime un emploi, c'est 50 000 euros qui est en fait mis de côté. Eh bien nous on dit aujourd'hui, oui on voit bien qu'il y a une diminution de ce qu'est les cartes postales, etc. Mais par contre les petits paquets, les recommandés, tout ça augmente. Et les nouvelles constructions dans les villes dans lesquelles on pratique aujourd'hui en région parisienne. Donc la charge de travail, elle, il faut que la Poste démontre qu'elle diminue. Et nous, ce qu'on voit en réalité sur le terrain tous les jours, c'est que cette charge de travail, elle ne diminue pas. Et l'inspection du travail aujourd'hui a été à l'écoute. Qu'est-ce qu'elle vous a dit aujourd'hui? Eh ben, on va faire en fait une réunion de travail. Elle va aussi, puisqu'elle a fait des mises en demeure en disant que le CSE qui concerne toute la région Île-de-France, c'est-à-dire 12 000 salariés, eh bien, il est totalement submergé. C'est au travers d'enquêtes de l'inspection du travail où il est dit qu'en fait, il y a trop de réorganisation. La Poste va aller trop vite. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas le temps de discuter avec les organisations syndicales. Vous avez certainement entendu parler de l'opposition à l'autoroute A69. On en a parlé plusieurs fois dans le journal des luttes. Et bien sachez qu'il y a aussi un autre projet de voie rapide qui cristallise les tensions. L'A412 en Haute-Savoie. Depuis plusieurs mois maintenant, les opposants à ce projet font entendre leur voix. À l'appel du collectif Stop A412, des centaines de personnes ont manifesté. D'autres choisissent des méthodes plus radicales, comme la grève de la faim. Le projet, vieux de 40 ans, doit permettre de relier Machilly à Thonon-les-Bains via une 2x2 voies payante d'environ 16 km. Une enquête publique est en cours pour étudier l'impact de ce tracé qui traverserait 12 communes, incluant des zones humides, des pâturages et des zones agricoles. Pour les opposants, c'est un projet routier climaticide et une aberration anachronique en termes économiques et écologiques. Pour nous, c'est une affaire à suivre. Merci donc à notre correspondant citoyen Tanguy Daveigne qui suit cette actualité de très près. Partout en France ont lieu des rassemblements en hommage à Liana et pour dénoncer les VSS. À Pau, devant le tribunal, des dizaines de personnes étaient présentes. Le collectif Nous Toutes et l'association Partageons nos silences ont pris la parole avant de commémorer la mémoire de Liana pendant une minute de silence, suivie de la chanson J'accuse de Suzanne, chantée en chœur avec la foule. Les images sont de notre correspondante citoyenne Karen Barren. Et à Tarbes aussi, un rassemblement devant le palais de justice. Benjamin Florian Cyr était sur place. Il a pu filmer la prise de parole du planning familial 65. Je vous propose d'en écouter une partie. Le meurtre de Liana aurait dû être évité. Mais contrairement à ce que dit Darmanin, ce n'est pas un échec, c'est une organisation systémique qui ne protège pas les enfants comme elle ne protège pas les femmes des violences patriarcales. Les professionnels de la justice, comme ceux des associations, réclament des moyens financiers et humains pour protéger les enfants. Mais le gouvernement et l'État favorisent l'investissement dans le maintien de l'ordre et la répression plutôt que dans les protections des plus vulnérables. En France, on protège mieux les vitrines et les abris de bus que les enfants. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques et ce sont ceux de Darmanin notamment. Rappelons-le, qui avant d'être ministre de la Justice était ministre de l'Intérieur, au moment où certaines des plaintes contre l'agresseur de Liana ont été déposées. Rappelons que 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, y compris celles contre notre cher ministre de la Justice. Les associations prônent une loi intégrale. Aujourd'hui, on estime à 15 000 le nombre de mineurs victimes de prostitution, des mineurs violés chaque jour par des pédocriminels. Rappelons que s'ils ne sont pas tous les hommes, les études montrent qu'ils sont n'importe quel homme, de toute catégorie sociale. En France, un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Un enfant sur 10 est concerné par les violences intrafamiliales. La France est le 4e pays hébergeur de contenu pédopornographique. Aujourd'hui, nous nous mobilisons pour dénoncer le manque de moyens, pour prévenir les violences pédocriminelles et pour accompagner victimes et faire en sorte que les agresseurs n'agressent plus. Le nouveau planning familial s'associe aux différents appels pour solliciter plus de moyens pour sensibiliser, prévenir et accompagner. Et à Paris, bien évidemment, une manifestation a eu lieu pour Liana. Des images d'André Manivit et Lydia Ménez.
Pourquoi je suis mobilisée? Je suis mobilisée, on demande depuis, je sais pas, maintenant ça fait 15 ans que certaines personnes demandent une grande loi intégrale, une loi cadre, pour que en fait, il y ait une vraie protection des enfants, des femmes par rapport aux violences sexistes et sexuelles. Et rien n'est fait. On réagit uniquement. Il y a des circulaires uniquement qui réagissent à l'actualité. Tout est priorisé par le ministère de la Justice, plus rien ne l'est. C'est complètement absurde. On manque de moyens, on le sait, on entend des choses aberrantes. Donc je suis là parce que je suis très en colère. Et que voilà, c'est d'abord une émotion. On a d'abord tout été en larmes. Et là, maintenant, on se tient debout. Et on vient protester parce que rien n'a été fait comme il faut. Rien. C'est la fin de ce journal des luttes. Merci d'avoir suivi cette édition. C'est fini donc pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, nous sommes actuellement en pleine campagne de dons. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels d'ici le 30 juillet pour que le média puisse continuer à vous proposer des programmes comme celui-ci. Rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur le média et je vous laisse avec la suite de nos programmes.